les alliés de l'OTAN viennent d'infliger à Donald Trump ce qu'on ne peut décrire que comme une humiliation stratégique. Et l'équipe de Trump panique. Je parle de messages contradictoires, de plaintes publiques, de menaces contre les alliés, de menaces contre l'Iran, de menaces contre le système énergétique mondial et de la panique évidente d'un homme qui croyait que tout le monde se mettrait au garde à vous dès qu'il hausserait le ton. Fatih Birol. Fatih Birol. De tous les gens, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie vient d'avertir que les marchés de l'énergie traversent ce qu'il a appelé une période extrêmement critique et il a dit que le monde fait face à la plus grande perturbation de l'approvisionnement pétrolier de l'histoire. Ce n'est pas un commentateur partisan de plus. C'est l'une des voix les plus crédibles au monde sur l'énergie qui vous dit que cette crise est réelle, mondiale et dangereuse. Voilà ce qui arrive quand la politique étrangère est gérée comme une audition de loyauté avec un visuel de compte à rebours. Le point de départ est simple. Trump vient de donner à l'Iran 48 heures pour ouvrir complètement le détroit d'Ormuz où, selon ses propres mots, les États-Unis frapperont et anéantiront les centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus grande. Au même moment exact, les alliés qu'il s'attendait à voir saluer et marcher derrière lui font l'inverse. La France dit non, l'Allemagne dit non, l'Italie dit non, l'Australie dit non. Le Japon dit pas comme ça. L'Union européenne dit que c'est pas la guerre de l'Europe. Et soudain, toute la mise en scène change. Ils avaient tort. Terriblement tort, parce que Trump croyait que l'OTAN entendrait 48 heures, entendrait Hormuz, entendrait Iran, et se soumettrait instantanément à son calendrier. Il croyait que la peur ferait le travail. Il croyait que la politique des alliances fonctionnait encore comme une intimidation personnelle. Il croyait pouvoir déclencher une guerre sans consulter ses alliés, puis faire honte à ces mêmes alliés pour qu'ils l'aident à nettoyer les dégâts. Apparemment, le plan consistait à sauter l'étape des consultations et à espérer que le volume passerait pour une stratégie. Ce qu'ils ont fait a été brillant. Au lieu de précipiter des navires dans le Golfe, au lieu d'offrir à Trump la séance photo qu'il veut désespérément, au lieu de se laisser enrôler dans une guerre sans fin qui n'ont pas commencé, les alliés prennent une direction totalement différente, en silence. Et je veux dire vraiment en silence. Ils commencent à construire un mur fait de conditions, de légalité, de calendrier et de langage collectif qui laisse Trump isolé sans jamais lui offrir la rupture dramatique qu'il pourrait exploiter politiquement. C'est une leçon magistrale, parce que ce que comprennent la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Japon, le Canada et d'autres partenaires, c'est que l'exigence de Trump ne porte pas vraiment sur la sécurité maritime. Si c'était le cas, il aurait d'abord bâti la coalition, il aurait d'abord consulté, il aurait d'abord défini un point de sortie, il aurait d'abord expliqué les bases juridiques. Il n'a rien fait de tout cela. Il a lancé l'offensive, il a menacé, puis il a exigé des renforts. Alors les alliés répondent par la procédure, pas par la panique. C'est là tout le génie. Ils disent qu'ils soutiennent la liberté de navigation. Ils condamnent les attaques contre le transport commercial. Ils parlent de stabiliser les marchés de l'énergie. Ils parlent de planification, ils parlent d'efforts appropriés. Il parle de désescalade. Il parle de conditions de cessez-le-feu, d'approbation parlementaire, de mandats internationaux, de négociations avec l'Iran et de la différence entre défendre le commerce et rejoindre la guerre de Trump. Cela veut dire qu'il refuse le cadre qu'il impose. Trump veut en faire un test de loyauté. Eux en font un test de droit et de procédure. Trump veut une coalition de guerre. Eux proposent une planification de contingence. Trump veut des dragueurs de mines tout de suite. Eux proposent des concepts d'escorte pour plus tard, quand les bombardements auront cessé. Trump veut l'obéissance. Eux lui opposent des comités, des communiqués, des conditions si denses qu'il ne peut pas passer en force. Et il n'a même pas vu cela se produire. Il croyait que c'était de la posture. Il croyait que ces non-polices pouvaient être transformés en oui sous la pression. Il croyait que Macron pouvait être retourné. Il croyait que Berlin grognerait puis se plierait. Il croyait que Starmer pouvait être couvert de honte. Il croyait que Tokyo pouvait être acculé par sa dépendance énergétique. Il croyait que le vieux truc fonctionnait encore, créer l'urgence, insulter ses alliés, puis les mettre au défi de prouver leur loyauté. C'était pas de la posture. Il est difficile de vendre une coalition quand l'argumentaire commence par des menaces et se termine par de l'orgueil blessé. Reuters rapporte que le 19 mars, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Japon et le Canada ont publié une déclaration commune disant qu'ils étaient prêts à contribuer à des efforts appropriés pour assurer un passage sûr dans le détroit. En surface, cela semble coopératif, mais le sens est clair. C'est pas un engagement de guerre, même pas proche. C'est un pare-feu juridique. C'est la façon pour ces pays de dire « nous parlerons en principe ». Nous planifierons en principe, mais nous n'allons pas remettre à Donald Trump un chèque en blanc pour son échéance de 48 heures. Et Trump le sait. La France va encore plus loin.
Macron dit « Nous ne sommes pas partis au conflit et par conséquent, la France ne participera jamais à des opérations visant à rouvrir ou libérer le détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. » Le sens est clair. C'est pas de la prudence diplomatique. Ce n'est pas une ambiguïté soigneusement entretenue. C'est Paris qui regarde Washington droit dans les yeux et dit « Vous avez commencé cette guerre sans nous et vous ne nous y enrôlerez pas maintenant. » Et Trump le sait. Des échecs, pas des dames. Voilà le coup. Voilà pourquoi cela lui fait si mal. Parce que les Alliés ne provoquent pas une rupture anti-américaine bruyante, théâtrale. Ils créent une réalité diplomatique étouffante dans laquelle tout chemin vers la légitimité passe par des conditions que Trump déteste. Cessez-le-feu, consultation, multilatéralisme et temps. Les alliés de l'OTAN jouent aux échecs pendant que Trump joue aux dames. Et l'échiquier vient de se révéler. C'est la version diplomatique du moment où l'on rend le script et où l'on refuse le rôle. Puis vient le moment où tout devient clair. Le samedi 20 et 1 mars, vers 19h45, heure avancée de l'Est, Trump publie que si l'Iran ne rouvre pas complètement le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, les États-Unis frapperont et anéantiront les centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus grande. En quelques heures, les marchés sont secoués. L'Iran menace de riposter contre l'énergie et les infrastructures américaines dans la région. Et le monde entier comprend que la crise est entrée dans une phase plus sombre. 20%. L'ampleur de cela ne peut pas être exagérée. 20%. C'est à peu près la part du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié ou GNL qui transite normalement par le détroit d'Ormuz. 1/5, une unité sur 5 de pétrole et de GNL dans le commerce mondial dépend de ce passage étroit entre l'Iran et Oman. Voilà pourquoi c'est pas une histoire régionale lointaine. Voilà pourquoi votre station-service, votre épicerie, votre facture de chauffage, votre billet d'avion, vos coûts d'engrais et votre politique sont désormais tous liés à une seule voie navigable. Puis on entend le langage officiel. La déclaration commune dit « Nous exprimons notre volonté de contribuer à des efforts appropriés pour assurer un passage sûr dans le détroit. Des efforts appropriés. Voilà l'indice. En langage diplomatique, cela veut dire pas votre guerre, pas votre échéance, pas votre scénario. C'est la coalition qui dit « Nous défendrons le droit international, mais nous ne nous laisserons pas extorquer un aval à une escalade unilatérale. » Et Trump le sait. Échec. Même effort approprié ressemble à la façon polie de la diplomatie de dire « Pas selon votre calendrier ». Cela devient encore plus important avec Fatih Birol. Fatih Birol n'est pas juste un expert quelconque en complet, c'est le directeur exécutif de l'AIE. Quand il parle, les ministères des Finances écoutent, les négociants en énergie écoutent, les banques centrales écoutent, les gouvernements qui ont des réserves stratégiques de pétrole écoutent, et ce qu'il dit, c'est que les marchés traversent une période extrêmement critique et que le monde fait face à la plus grande perturbation de l'approvisionnement pétrolier de l'histoire. Cela devrait vous glacer. Cela semble dramatique, mais ce n'est pas un autre cycle de panique sur les chaînes d'infos qui brûle fort pendant 2 jours puis s'efface. La réponse est non. Parce que, contrairement à beaucoup d'emballements médiatiques, celui-ci vient avec des chiffres solides, une douleur immédiate pour les ménages et une échéance littérale. L'AIE dit que l'offre mondiale devrait reculer de 8 millions de barils par jour en mars à cause du blocage d'Ormuz. 8 millions de barils par jour, presque 8% de la demande mondiale. Et l'agence accepte de libérer un volume record de 400 millions de barils à partir des stocks stratégiques pour tenter de calmer le marché. 400 millions de barils. Je vais le redire. 400 millions de barils. On ne fait pas cela pour un simple cycle médiatique. On fait cela parce que le système est sous tension. Parce que c'est ici que cela devient vraiment concret. Les chiffres rendent cela concret. Le Brent s'est établi à $112 et 10 à 900 le baril le 20 mars, en hausse de 26% ce jour-là et d'environ 8% sur la semaine. Le brut américain a clôturé autour de $98,36. Plus tôt dans la crise, le Brent a dépassé 110 à 9 $. Le pétrole ne bouge pas comme ça parce que des commentateurs publient des messages. Il bouge comme ça parce que les traders pensent que l'artère du système énergétique mondial est menacée. Regardez maintenant le gaz et l'électricité. Le prix de référence du gaz naturel en Europe grimpe d'environ 65% par rapport à un mois plus tôt. En Hongrie, la production d'électricité au gaz bondit de 36% par rapport au niveau du début de 2025. Les prix de gros de l'électricité en Hongrie, en Italie et en Roumanie sont en hausse d'au moins 12% par rapport aux moyennes de l'an dernier. Voilà à quoi ressemble réellement un choc d'approvisionnement dans la pratique, pas une turbulence abstraite, pas une nervosité de marché, mais de vraies factures, de vraies usines, de vrais ménages qui encaissent le choc. Regardez ensuite l'alimentation et le transport maritime. Les prix à l'exportation de l'urée au Moyen-Orient bondissent d'environ 40%, passant d'un peu moins de $500 à un peu plus de $700 la tonne métrique depuis avant la guerre. Aux États-Unis, les prix des engrais flambent jusqu'à 32%. Les taux de fret du GNL bondissent de plus de 40%.
Le tarif de référence pour transporter 2 millions de barils de brut du Moyen-Orient vers la Chine atteint 423 336 $ par jour. Je vais vous expliquer exactement ce que cela veut dire. Les fermes paient plus, le camionnage paie plus, le transport maritime paie plus, le transport maritime paie plus, le transport maritime paie plus, les services publics paient plus, vous payez plus. Voici la partie qui devrait vous glacer le sang. Environ la moitié de la nourriture mondiale est produite à l'aide d'engrais. Un tiers du commerce mondial des engrais passe par Hormuz. Bank of America avertit que le conflit menace 65% à 70% des approvisionnements mondiaux en urée. Reuters rapporte que les prix mondiaux du pétrole et du gaz ont augmenté de plus de 50% depuis le début du conflit. Alors, quand des gens vous disent que ce n'est qu'une affaire de navires et de missiles, non, il s'agit aussi du pain, de la volaille, des œufs, du diesel et de la structure de coût de la vie quotidienne. Des milliards, pas des millions, des milliards. Le théâtre de l'homme fort devient très coûteux dès qu'il arrive dans l'allée de l'épicerie. Et c'est là que cela devient vraiment révélateur. La réaction de Trump à cette résistance diplomatique ne devient pas plus calme, elle empire. D'abord, il exige de l'aide. Puis, quand les alliés refusent, il affirme qu'il n'a jamais eu besoin d'aide de toute façon. Puis, quand cette contradiction le rend ridicule, il s'en prend au pays même qu'il suppliait. Ce n'est pas de la force, ce n'est pas de l'autorité, ce n'est pas une stratégie. C'est un homme qui gesticule publiquement parce que son bluff a été démasqué, commençons par la demande. Reuters rapporte que Trump dit avoir contacté 7 pays et espère que la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, la Grande-Bretagne et d'autres enverront des navires. Il dit que les bénéficiaires du détroit devraient nous aider à le surveiller. Très bien. Puis les alliés disent non, ou peu, aide plus tard, ou seulement sous condition. Soudain, la ligne change et devient « nous n'avons besoin de l'aide de personne ». En réalité, ce n'est pas de la cohérence, c'est de la gestion de panique. C'est un homme humilié en public qui essaie de réécrire les 72 dernières heures comme si le camouflet n'avait jamais eu lieu. Et Trump le sait. Puis cela devient plus agressif. Il dit que l'OTAN commet une très grave erreur. Il dit mais ils auraient dû être là. Il publie que nous les protégerons, mais eux ne feront rien pour nous, surtout dans un moment de besoin. Je vais traduire cela. Ce n'est pas du leadership d'alliance. C'est du ressentiment. C'est Trump qui dit « J'ai déclenché un conflit, je m'attendais à l'obéissance et maintenant je suis furieux que même mes alliés vous considèrent comme un passif juridique et stratégique. » Ce n'est pas une stratégie. C'est une crise de nerfs. Et cela empire encore parce qu'il s'avère que Trump n'a pas seulement mal lu les alliés. Il a mal lu toute la logique de la coercition. Il pensait pouvoir menacer l'infrastructure électrique à usage civil lié à l'Iran et faire entrer tout le monde dans le rang. Au lieu de cela, il a déclenché des questions de droit humanitaire, une nouvelle panique sur les marchés et un refus organisé de la part de pays qui comprennent parfaitement ce que signifie une escalade sans fin. La ligne change sans cesse, comme si la contradiction elle-même était devenue la politique officielle. Il vaut la peine d'être précis sur ceux qui gagnent et ceux qui perdent en ce moment. Les gagnants, sur le plan politique et moral, ce sont les alliés qui refusent d'être bousculés. La France paraît sérieuse, l'Allemagne paraît sobre, le Japon paraît prudent, le Canada paraît responsable. Même les pays qui parlent encore de planification maritime insistent sur les contraintes et la légalité. Ils disent oui à la sécurité du transport maritime en principe et non à la logique de guerre improvisée de Trump, ce qui les fait paraître mesurés, souverains et crédibles. Les perdants, ce sont tous ceux qui sont piégés dans la spirale de l'ego de Trump. Les ménages américains paient plus cher à la pompe, les agriculteurs dépendants des engrais regardent des étagères vides et des coûts en hausse, les compagnies aériennes subissent la volatilité énergétique, les importateurs font face au choc du fret. Les candidats républicains qui s'en vont vers novembre doivent maintenant défendre une guerre dont la plupart des électeurs disent que Trump n'a pas expliqué clairement les objectifs. Un camp protège la légitimité. L'autre met littéralement le feu à l'argent. Et voici ce que cela signifie pour les gens ordinaires, pas pour les politiciens, pas pour les PDG. Pour les Américains, le point est simple. Quand l'Europe refuse de légitimer le calendrier de Trump, c'est pas l'Amérique qui est abandonnée, c'est l'Amérique qui est mise en garde. Ses alliés disent en fait c'est irresponsable, c'est instable et nous n'allons pas aider à transformer l'impulsion de votre président en catastrophe plus vaste. Si vous conduisez une voiture, cette histoire est déjà dans votre réservoir. Si vous mangez, cette histoire est déjà dans votre panier d'épicerie. Si vous chauffez votre maison ou payez une facture d'électricité, cette histoire est déjà dans votre boîte aux lettres. Pensez à ce que cela signifie pour la personne ordinaire, pas pour un gestionnaire de fonds spéculatifs, pas pour un stratège du Pentagone, pour la personne ordinaire qui voit les prix d'une facture à la fois. Les justifications de Trump sont nulles, et la coalition alliée le sait. Il veut vous faire croire qu'il s'agit simplement de garder une voie maritime ouverte.
Mais si c'était vraiment toute l'histoire, il ne menacerait pas d'anéantir des centrales électriques. Il construirait un cadre internationalement autorisé de déminage et d'escorte. Il réduirait les objectifs. Il informerait les alliés. Il définirait une voie vers un cessez-le-feu. Il rendrait la mission plus petite, pas plus grande. Au lieu de cela, il prend une crise de point d'étranglement et la transforme en menace contre des infrastructures essentielles. Et je ne parle pas d'une petite escalade. Je ne parle pas d'un communiqué un peu plus dur. Je parle du président des États-Unis qui menace publiquement l'épine dorsale énergétique civile d'un pays de dizaines de millions de personnes. CBC note que le Comité international de la Croix-Rouge considère les centrales électriques comme des infrastructures civiles qui en général ne devraient pas être attaquées parce que cela peut entraîner de lourdes pertes parmi les civils. C'est dans ce territoire qu'il entre. Voici une partie qui devrait vous mettre en colère. Il ne s'agissait pas de liberté de navigation. Il ne s'agissait pas de sécurité collective. Il s'agissait de domination, de sauver la face et de démontrer que Trump peut encore forcer les autres à bouger sur ordre. Voilà pourquoi il insulte les alliés après leur avoir demandé de l'aide. Voilà pourquoi il passe de envoyer des navires à nous n'avons besoin de personne. Voilà pourquoi il escalade dans sa rhétorique dès qu'il est humilié. Il s'agit d'égos en uniforme naval, des mensonges à l'état pur. Certains diront, bon, peut être qu'il utilise simplement une rhétorique dure comme levier. Peut être que c'est juste la négociation classique de Trump, mais la réalité est la suivante. Une négociation exige une porte de sortie. Ce qu'il crée, c'est un spectacle. Les alliés le voient, l'Iran le voit, les marchés le voient. Et c'est exactement pour cela que les gens qui l'espéraient impressionner commencent plutôt à prendre leur distance. Négocier, c'est pas juste crier en premier et espérer que la réalité se réécrive toute seule ensuite. L'urgence est portée par une seule chose en ce moment. Ce compte à rebours de 48 heures n'est pas une métaphore. Il commence samedi soir, et ce qui se passe avant son expiration détermine si cela reste une crise énergétique brutale ou si cela devient une campagne directe contre des infrastructures susceptibles d'enflammer une riposte régionale beaucoup plus large. Nous ne sommes pas à des mois de distance. Nous ne sommes pas en sécurité dans l'avenir. Nous sommes dans le compte à rebours. 48 heures. Je vais le redire parce que l'ampleur de cela ne peut pas être exagérée. 48 heures. Voilà la fenêtre que Trump donne avant de menacer de frapper des centrales électriques dans un pays déjà ravagé par la guerre. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment un point d'étranglement énergétique est-il devenu un ultimatum contre un réseau électrique? Pourquoi les alliés de l'Amérique refusent-ils? Pourquoi l'OTAN est-elle traitée comme un accessoire de scène au lieu d'une alliance? Pourquoi personne au pouvoir n'arrête-t-il une horloge de guerre de 48 heures de dicter l'avenir du pétrole mondial, de l'alimentation et de l'inflation? Voilà les questions que tout observateur sérieux devrait poser en ce moment. Et voici, selon moi, ce qui se passe réellement. Trump essaie d'utiliser la vitesse comme une arme, la vitesse contre les alliés, la vitesse contre l'examen public, la vitesse contre le contrôle juridique, la vitesse contre la responsabilité politique. Parce que s'il peut forcer tout le monde dans un cadre maintenant ou jamais, alors personne n'a le temps de poser la question la plus élémentaire. Quel est exactement l'objectif final ici? Politiquement, c'est ici que la décision de Trump pourrait vraiment commencer à dévorer sa propre coalition. Reuters rapporte que 55% des Américains disent que la hausse du prix de l'essence fait déjà mal aux finances de leur ménage. 21% disent que l'impact les touche énormément. 87% s'attendent à ce que le prix de l'essence monte encore au cours du mois qui vient. L'approbation de Trump sur le coût de la vie tombe à 29%, alors que 63% désapprouvent sa gestion de la situation. Ce n'est plus de la politique étrangère abstraite, c'est la politique de l'épicerie. Sa propre base est furieuse, et maintenant elle en paye le prix. Reuters rapporte aussi que le prix moyen national de l'essence grimpe à 3 $ et 79 cents le gallon, contre 2 $ et 92 cents un mois plus tôt. Un autre article de Reuters dit que l'essence a bondi de presque $1 par gallon depuis le 28 février. Presque $1. Je vais le redire, presque $1. Vous ne pouvez pas faire disparaître cela avec de la communication. Vous ne pouvez pas maquiller cela à un podium. Chaque trajet domicile-travail devient un référendum. Et la partie savoureuse pour les critiques de Trump, c'est que même des stratèges républicains disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. L'un dit à Reuters, on ne peut pas cacher le prix de l'essence. Un autre avertit, il vaudrait mieux que ce soit assez rapide. Ce ne sont pas des figures anti-Trump de la résistance. Ce sont des gens qui comprennent que quand les électeurs voient un immense panneau lumineux d'essence à chaque coin de rue, la machine de propagande se dérègle. Pour un électeur républicain, cela compte directement. Vous pouvez appuyer la fermeté, vous pouvez appuyer la dissuasion, vous pouvez même appuyer des frappes sous certaines conditions. Mais si votre président ne peut pas expliquer l'objectif, ne peut pas garder les alliés à bord, ne peut pas empêcher votre facture de carburant d'exploser, et ne peut pas dire la vérité de manière cohérente sur le fait qu'il ait besoin d'aide ou non, alors qu'est-ce que vous récompensez exactement ici? La compétence contre le chaos, la stratégie contre l'esbrouf, le sérieux contre le spectacle.
Les électeurs ont tendance à remarquer quand la fanfaronnade arrive d'abord et que la facture d'essence arrive juste derrière. Une chose qui se perd dans toute cette couverture médiatique, c'est ceci. Si vous avez suivi le brassage habituel des chaînes câblées sur CNN ou Fox, vous avez probablement entendu la version titre. Tension à Hormuz, Trump fait pression sur les alliés, le pétrole grimpe, question suivante. Mais ce que vous n'avez probablement pas entendu, c'est la signification plus profonde du refus allié. Aucun contexte, aucune explication et certainement aucune discussion sérieuse sur la raison pour laquelle l'Europe choisit la légalité plutôt que le théâtre de la loyauté. Cette omission compte parce que d'autres pays comprennent exactement ce qui est en train de se passer. La Chine regarde cela, la Russie regarde cela, la Corée du Sud regarde cela, le Japon regarde cela, le Japon regarde cela. Et ce qu'ils voient, c'est que les États-Unis peuvent encore menacer, peuvent encore bombarder, peuvent encore dominer les manchettes, mais ne peuvent plus automatiquement imposer la légitimité d'une coalition comme ils pensaient autrefois pouvoir le faire. La Chine surtout, regarde. Reuters rapporte que Trump lui-même dit que la Chine tire 90% de son pétrole du détroit. Que sa formulation soit précise ou non, le point est évident. Pékin est énormément exposé sur le plan énergétique. La Chine veut que les flux soient rétablis sans être enrôlés dans la guerre de Trump. La Russie regarde pour une autre raison. Des prix de l'énergie plus élevés aident Moscou. Les divisions occidentales aident Moscou. Un président américain qui se dispute avec ses alliés en plein choc pétrolier aide Moscou. Et cela devrait vous donner la nausée. Parce que si la Russie obtient ce qu'elle veut de ce différend, la leçon du moment devient brutale. Il n'est pas nécessaire de battre Washington militairement. Si Washington peut se fracturer lui-même politiquement et si la Chine obtient ce qu'elle veut, elle apprend que même une urgence énergétique mondiale ne rétablit pas automatiquement la discipline diplomatique américaine. Le fond du problème est le suivant. Il ne s'agit pas seulement de navires ou de pétrole ou même d'Iran. Il s'agit de savoir si les alliances sont des instruments de sécurité collective ou les instruments de l'ego d'un seul homme. Trump traite l'OTAN comme un distributeur automatique. Insérez une exigence. Recevez l'obéissance. Les alliés affirment enfin que la souveraineté fonctionne dans les deux sens. Vous n'avez pas le droit d'ignorer la consultation au départ, puis d'invoquer la solidarité à l'arrivée. Vous n'avez pas le droit de mettre le feu, puis d'accuser tout le monde de lâcheté parce qu'il refuse de se jeter dedans à votre manière. Il ne s'agit pas d'une seule route de patrouille. Il ne s'agit pas d'un seul ultimatum. Il s'agit de savoir si des partenaires fondés sur des règles ont encore le courage de dire non quand non est la réponse responsable. La souveraineté n'est pas à vendre. Regardez le contraste. La coalition alliée est stratégique, mesurée, concentrée sur la prévention d'une guerre plus large. Trump est impulsif, vindicatif, concentré sur la récupération d'une domination perdue après l'humiliation. L'une de ces approches sert de véritables intérêts nationaux. L'autre sert une marque personnelle. L'une essaie de préserver la coopération future. L'autre brûle la confiance pour un théâtre à court terme. Et voici l'ironie la plus savoureuse. Trump les traite de lâches, de tigres de papier, de profiteurs. Mais en le refusant, ils ont l'air plus forts, pas plus faibles. Parce que le courage, en temps de crise, c'est pas toujours foncer tête baissée. Parfois, c'est encaisser l'insulte, tenir la ligne et refuser de laisser un dirigeant téméraire transformer votre marine en communiqué de presse. Voilà à quoi ressemble réellement un art d'état mûr dans la pratique. Une marine n'est pas censée servir aussi d'accessoire de scène pour de l'orgueil blessé. Le pire scénario compte, parce que personne dans les grands médias ne veut le dire assez clairement à voix haute, mais il faut le dire. Vous vous souvenez de cette échéance de 48 heures? Nous en sommes maintenant à un jour de moins. Et si Trump va jusqu'au bout, l'Iran a déjà indiqué qu'il attaquerait les infrastructures américaines d'énergie, de technologie de l'information et de dessalement dans toute la région. Ce qui se passe, si cela commence, est simple. Les frappes américaines touchent des centrales électriques. L'Iran riposte contre des sites énergétiques du Golfe. Les coûts d'assurance explosent de nouveau. Le transport maritime s'arrête plus largement. Le pétrole grimpe davantage. L'essence monte. Les engrais se resserrent. Les prix alimentaires suivent dans une deuxième vague. Voilà la chaîne. Reuters rapporte que les coûts de transport maritime des VLCC ont déjà atteint 423 336 $ par jour. Les taux de fret du GNL bondissent de plus de 40%. Le Brent atteint 112 $ et 10 à 900 et avait déjà dépassé 119 $ plus tôt dans la crise. Le prix de référence du gaz en Europe est en hausse d'environ 65% par rapport à un mois plus tôt. Les prix des engrais au Moyen-Orient ont augmenté d'environ 40%. Les prix des engrais aux États-Unis ont augmenté jusqu'à 32%. À un certain moment, cela cesse d'être de la planification de scénarios et devient une simple opération arithmétique. C'est pas de l'alarmisme, c'est de l'arithmétique. Il est facile de penser que cela n'arrivera pas vraiment, que Trump fera de la posture, que l'Iran fera de la posture, et que quelqu'un, quelque part, trouvera une sortie. J'espère que vous avez raison. Vraiment. Mais préparez-vous comme si c'était pas le cas.
parce que les systèmes sous pression ici sont trop interconnectés, trop denses en énergie et trop globalement tarifés pour que les vœux pieux puissent tenir lieu d'analyse. Si cela s'étire au-delà d'un mois, l'économiste en chef de la FAO avertit que les semis et les rendements deviennent un problème. Si les coûts du carburant restent élevés pendant l'été, Reuters note que les analystes s'attendent à ce que les électeurs punissent le parti au pouvoir. Si le rétablissement d'un passage sûr par Hormuz prend des mois, comme Birol avertit que cela pourrait être le cas, ce n'est pas une panique de fin de semaine. C'est un nouveau plancher inflationniste que l'on est en train de couler sous l'économie mondiale. Cela doit être replacé dans son contexte historique parce que la plupart des gens vont sous-estimer l'importance réelle de ce moment. Vous vous souvenez de 2003, quand la France et l'Allemagne ont refusé de se ranger derrière la guerre en Irak. C'était une rupture majeure entre alliés. Cela a montré au monde que même les partenaires les plus proches de l'Amérique ne signeraient pas automatiquement pour un conflit qu'ils jugeaient dépourvu de légitimité. Nous entendons de nouveau cette rime. Géographie différente, déclencheurs différents, même affrontements plus profonds sur la question de savoir si Washington peut définir la légalité après coup. Remontez encore plus loin et pensez à la guerre des pétroliers dans les années 1980, quand les voies maritimes du Golfe sont devenues des instruments actifs de pression et que les marchés mondiaux ont appris le prix d'un conflit autour d'un point d'étranglement. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. La différence aujourd'hui, c'est que la rhétorique va plus vite, les marchés sont plus étroitement câblés et les alliés ont déjà vu ce film. Ils savent à quel point il est difficile d'en sortir une fois que la mission s'élargit, le 20 et 1 mars. Retenez cette date. Les historiens vont revenir sur cette série de jours et se demander si c'est le moment où les alliés de l'Amérique ont cessé de confondre la gestion d'une alliance avec la loyauté personnelle envers le président des États-Unis. Ils demanderont si c'est à ce moment que l'habitude, née après la guerre froide, de suivre automatiquement le leader a enfin atteint une limite durable. Ils demanderont si la tentative d'un seul homme de projeter la force n'a pas plutôt accéléré une crise visible de crédibilité. Cela a aussi une dimension personnelle parce que la politique étrangère semble abstraite jusqu'au moment où elle ne l'est plus, jusqu'au moment où c'est votre facture, votre emploi, l'ordonnance de votre enfant, votre budget mensuel qui se retrouve coincé par la politique du bord du gouffre de quelqu'un d'autre. Si vous prenez votre voiture pour aller travailler, le prix moyen national de l'essence est déjà passé de 2,92 il y a un mois à environ 3,79. C'est pas théorique. C'est votre trajet qui se retrouve taxé par la vanité géopolitique. Si vous mangez, le choc sur les engrais se transmet aux céréales, aux aliments pour bétail, aux produits laitiers, à la viande, au pain, aux œufs et à tout ce qui est transporté au diesel. Si vous chauffez votre maison ou payez une facture d'électricité, la volatilité énergétique se répercute sur les services publics, les intrants énergétiques et les prix de gros de l'électricité. Ce n'est pas abstrait, c'est votre portefeuille. Et Trump a fait cela, la gravité de ce moment est évidente. Reuters constate que 49% des Américains pensent que la guerre en Iran aura un effet surtout négatif sur leurs finances personnelles. 55% disent déjà que la hausse du prix de l'essence nuit aux finances de leur ménage, presque $1 par gallon. Je vais le redire, presque $1 par gallon. C'est le genre de chiffre que les familles sentent avant même que les économistes finissent le graphique. Pour un parent qui travaille, le point est simple. Les gens qui prennent ces décisions ne sauteront pas un repas parce que les œufs coûtent plus cher. Ils n'annuleront pas un voyage sur la route parce que l'essence grimpe. Ils ne resteront pas dans un magasin agricole à regarder des prix d'engrais plus élevés. Vous, si. Voilà pourquoi cela compte. La vanité géopolitique a toujours l'air grandiose jusqu'au moment précis où elle atteint le budget familial. Ce qui devrait se passer est précis. Premièrement, Trump devrait retirer immédiatement la menace contre les centrales électriques iraniennes. Pas l'adoucir, pas la clarifier, la retirer. Mais il ne le fera pas. Parce que reculer après une menace maximaliste exigerait d'admettre qu'il a dépassé la limite, et les dirigeants guidés par l'ego détestent plus que tous les reculs visibles. Deuxièmement, il devrait chercher un cadre de désescalade maritime défini à l'échelle internationale avec les alliés, les États du Golfe et l'ONU. Il devrait demander quelle mission est légale, limitée et soutenable. Mais il ne le fera pas, parce que cela voudrait dire partager le contrôle. Et toute cette crise a été alimentée par son besoin de dominer le cadre. Troisièmement, il devrait dire la vérité au public américain sur les coûts. Il devrait dire que le carburant monte, que l'alimentation est en danger, que les alliés sont divisés et que les objectifs ne sont pas encore assurés. Mais il ne le fera pas, parce que la transparence ferait éclater le mythe selon lequel lui seul peut forcer les événements à se plier. Quatrièmement, il devrait cesser d'attaquer les alliés qui essaient d'empêcher que la crise ne devienne encore pire. Il devrait les remercier de défendre la liberté de navigation tout en refusant une escalade sans fin, mais il ne le fera pas, parce que les petits dirigeants lisent les limites comme du manque de respect. Ils ne le feront pas. Et cela vous dit tout. Alors, nous nous dirigeons probablement vers plus de volatilité, plus d'insultes, plus de messages contradictoires et plus de pression sur les ménages,
jusqu'à ce que soit l'ultimatum s'effondre sous sa propre